Sirug, Madame Poletti. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite en tout premier lieu souligner un problème méthodologique. Le Président de l'Assemblée nationale a saisi sur proposition du CEC à la fin de l'année 2013 le premier Président de la Cour des comptes d'une demande d'évaluation portant sur le développement des services à la personne. Martine Pinville et moi-même en sommes rapporteurs et rendrons nos travaux au Parlement après l'étude du texte, puisque nous devrions a priori, comme si vous nous le confirmez, étudier ce texte dans le courant du mois de septembre en séance. Vous avouerez que c'est une bien curieuse manière d'éclairer les travaux des parlementaires. Mais malheureusement, nous avons l'habitude dans cette maison de travailler trop souvent dans la précipitation. Les enjeux financiers et organisationnels pour notre société face au vieillissement de la population sont extrêmement importants et ont été bien identifiés comme tels depuis de nombreuses années. Les plus de 90 ans, qui en France sont aujourd'hui environ 500 000, devraient être près de 3,5 millions en 2050. C'est dire combien il est important pour nous de réfléchir à l'adaptation de notre société, tant pour les problèmes de prévention que de prise en charge pratique et financière du vieillissement et de la dépendance, que ce soit à domicile ou en établissement. Il avait été prévu, effectivement, lors du précédent mandat, de voter une grande loi qui nous permette de répondre à la totalité de ces enjeux. Mais le contexte de crise dans lequel nous étions et sommes encore nous a empêchés alors de proposer un texte engageant considérablement les finances de l'État français et vous empêche aujourd'hui de répondre globalement et totalement à ces mêmes questions. Ainsi, alors que les Français attendent en priorité une aide significative sur les restes à charge en établissement, qui peuvent atteindre dans certaines régions plus de 3 000 € par mois, alors que la retraite moyenne des femmes est de 1 000 € par mois, vous nous proposez de réfléchir à une prise en charge à domicile quasi exclusivement. Je présume la grande déception à venir de nos concitoyens, car malheureusement le maintien à domicile n'est pas toujours possible. Comme le disait une des personnes auditionnées récemment par la rapporteure du texte, si vous reconnaissez que votre texte est modeste, nos critiques seront modestes. D'autant que cette loi a été précédée par ce que nous n'aurions jamais osé faire, mais que vous avez fait. Mise en place d'une taxe dans le courant de l'année 2013, la CASA, payée par les retraités, certes dirigée vers la CNSA, mais reprise par le biais de la dotation CSG et donc détournée aux fins d'autres politiques, en l'occurrence le FSV. Votre texte propose aujourd'hui donc que la CASA revienne enfin à leur destinataire, désigné comme tel au moment de la mise en place de cette taxe. La moitié environ de ce que rapporte cette taxe sera destinée à revaloriser l'APA, qui devrait déclencher un financement en moyenne de 2 heures supplémentaires d'aide à domicile par mois. Je me permets à ce stade de vous rappeler que nous ne résolvons pas par ce texte les difficultés actuelles des départements à faire face au financement de l'APA. Cette problématique est pourtant de plus en plus pesante pour les budgets des conseils généraux du fait d'une population de plus en plus importante, attributaire de cette prestation, qui d'ailleurs au moment de sa mise en place ne bénéficiait d'aucun financement. Nous allons donc aujourd'hui générer des dépenses supplémentaires, certes compensées au début, mais qu'en sera-t-il à l'avenir, particulièrement dans un contexte de réforme territoriale où vous nous annoncez la disparition des départements? Car par qui pourraient-ils, ces départements, être avantageusement remplacés? Le montant total de l'effort public consacré à la compensation de la dépendance est estimé à près de 22 milliards d'euros, soit 1,1% du PIB. Les précédentes majorités ont d'ailleurs, de manière très significative et chaque année, augmenté considérablement l'Ondam médico-social de façon à moderniser les établissements accueillant les personnes âgées dépendantes. Ce coût passerait à 30 milliards d'euros à l'horizon 2025, soit une hausse de 40%. Nous le voyons bien, les enjeux financiers se situent très largement au-delà des 645 millions d'euros de la CASA. Quelques questions pour vous aujourd'hui, Madame la Ministre, qui sont loin d'être exhaustives. Premièrement, dans la mesure où les caisses de retraite, on le voit sur le terrain, se retirent de plus en plus du financement de l'aide à domicile pour les GIR 5 et 6, que proposez-vous pour leur prise en charge? Deuxièmement, les 26,5% de la CASA destinés à financer les mesures de prévention, que pouvez-vous nous dire sur la répartition de ces crédits et quels seront les objectifs que vous poursuivez puisque ceux-ci ne sont pas définis dans le texte? Troisièmement, quelles seront les actions dans ce domaine qui répondront à la stratégie nationale de santé?
Quatrièmement, 78 millions d'euros sont fléchés pour la partie aide aux aidants. L'étude d'impact du texte parle de 600 000 personnes âgées dépendantes, ce qui représente 130 € par personne et par an. Or, vous nous parlez d'une cible, d'une semaine de répit en hébergement temporaire. Le rapport annexé laisse supposer que seuls les GIR 1 et 2 pourraient bénéficier de cette semaine d'hébergement temporaire. Ce seraient d'autres actions type heures de ménage ou aide à domicile supplémentaire dont pourraient bénéficier les autres que cette population cible. Pouvez-vous nous développer cette partie importante du texte, s'il vous plaît ? Enfin, le chapitre 6 aborde la problématique des tarifs d'hébergement en EHPAD, notamment par la définition d'un tarif socle, pour lequel nous souhaiterions des explications supplémentaires. Cette partie du texte augure-t-elle du renoncement du gouvernement à présenter un deuxième texte sur la prise en charge dans les établissements ? Le texte crée un haut conseil de l'âge qui se substituera au CNRPA. À l'époque où l'argent public est rare, n'est-il pas temps de réfléchir à renoncer à la création de tous ces hauts conseils qui fleurissent ici et là et engagent à chaque fois des crédits de fonctionnement importants ? N'est-ce pas le rôle du Conseil économique et social d'assumer la mission d'évaluation et de prospective, y compris dans le domaine des politiques autour des personnes âgées ? Merci. Après ce réquisitoire à charge